Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du balado Les Expéditeurs. Un balado dans lequel on va essayer de parler avec des détaillants qui sont en général dans des périodes de croissance, puis qui ont vécu des bons moments, des moins bons moments. Et on va essayer d'aller tirer de cette expérience-là pour aider les détaillants à travers la province et plus particulièrement sur les sujets de la vente en ligne et de la logistique. Ce balado est fait dans le cadre de Envoi Québec, qui est une initiative du Conseil québécois du commerce de détail pour aider les détaillants dans l'optimisation de la livraison de colis. Et cette initiative est d'ailleurs supportée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc on les remercie pour nous donner l'opportunité de mener ces rencontres. Aujourd'hui, on est avec Damien. Bonjour Damien, de l'entreprise Iris et Arlo. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 mots l'entreprise? Oui, donc Iris et Arlo, c'est une entreprise qui offre des produits menstruels sains et durables. Dans le fond, une description rapide d'Iris et Arlo, c'est en 5 mots qui symbolisent notre impact. Donc on focalise vraiment sur la santé, l'environnement, le design pour déstigmatiser, l'éducation et le combat contre la précarité menstruelle. OK. Avant de rentrer dans ces 5 piliers-là, donc 5 au lieu de 3, je pose toujours la question quand je rencontre des détaillants lors de ce balado, c'est si le parcours entrepreneurial de l'entreprise, là, ce serait un film pour vous, pour Iris et Arlo, ce serait lequel? Oui, écoute, moi j'ai pensé à Erin Brockovich parce que c'est cette femme forte qui mène un combat pour la santé d'une communauté, des personnes sur la communauté, qui est mise en jeu par des produits chimiques. Donc c'est vraiment un petit peu notre... Donc nous, on n'est pas vindicatif, on n'emmène personne en cours, mais c'est les solutions qu'on essaye d'apporter, qui sont des solutions saines pour les personnes qui ont des menstruations. Puis Iris et Arlo, c'est l'initiative vraiment de la fondatrice Lara, qui est aussi ma conjointe dans la vie. Et donc, c'était un petit peu, c'est son combat à elle aussi, de proposer des solutions saines et durables pour la communauté. Contre des produits chimiques, comme tu le disais, là. Exactement. Donc, dans des produits menstruels traditionnels, on observe entre 20 et 30 produits chimiques, dont des phtalates, des dioxines, puis plein de produits dont on ne connaît pas nécessairement la signification lorsqu'on achète les produits menstruels. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'offrir des produits à usage unique. On n'a pas que des produits à usage unique, là. On a aussi des produits réutilisables, mais nos produits à usage unique sont en coton certifié organique, donc aucun produit chimique. Et comment est-ce qu'on explique le fait que y a des grandes marques qui utilisent ces produits-là, puis que vous soyez capable de le faire sans tous ces produits-là? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction entre les produits, l'offre des produits? Oui, c'est une excellente question. Puis nous, ça a vraiment été cette question-là qui a fait que Lara a démarré Iris et Arlo. Dans le fond, Lara, c'est vraiment sa réalisation quand elle prenait une boîte de produits menstruels, puis qu'elle a vu fait avec du coton. Puis là, elle s'est dit, mais c'est impossible, il n'y a pas que du coton dans cette serviette. De toute façon, une serviette doit avoir une couche étanche. Par définition, ça ne peut pas être le coton. Et donc, c'est là qu'elle a commencé à creuser, à savoir, mais quels sont les autres composants de la serviette? Et c'est là qu'elle a vu, dans le fond, les produits chimiques qui sont dedans, le plastique aussi. Certaines serviettes sont composées jusqu'à 80 ou 90% de plastique. Ce n'est pas toutes, là, mais quasiment toutes les serviettes traditionnelles sur le marché ont un petit peu de plastique, là. Donc, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé. Donc, nous, c'est vraiment ce constat-là qui a fait que... puis, il n'y avait pas vraiment d'entreprise sur le marché, de marque sur le marché, surtout de marque d'ici qui offrait une alternative saine et durable. Donc, Lara étant entrepreneur depuis ses 13 ans, elle s'est dit, s'il n'y a pas de solution, on va l'apporter, la solution. Tu parlais de 5 piliers au début, là? Oui. Tu pourrais me les redire? Oui, absolument. Donc, ça, c'est 5 piliers très importants pour nous. Donc, santé, donc 0 produits chimiques dans nos produits menstruels, du coton organique, des matières naturelles et biodégradables. Donc,
L'environnement, donc une serviette traditionnelle peut mettre entre 500 et 800 ans à se décomposer. Et oui, avec tout le plastique. Nos serviettes prennent environ 150 jours. On s'entend que l'impact environnemental est d'autant plus fort qu'une personne qui a des menstruations peut utiliser jusqu'à 15 000 produits dans sa vie. Puis les personnes sont menstruées, ça dépend des personnes, mais de temps en temps pendant 40 ans de leur vie. Puis si on met tous les cycles menstruels côte à côte, c'est 7 ans de menstruation continue. Donc l'impact sur la santé, l'impact sur l'environnement est très important. Donc nous, on offre des produits en matière biodégradable, naturelle. Le troisième pilier, c'est vraiment le design pour déstigmatiser. Donc les menstruations aujourd'hui sont encore très stigmatisées, c'est encore un sujet tabou. Pour nous, c'est important d'arriver avec un design qui soit fonctionnel et beau et que les consommatrices, consommateurs soient fiers d'utiliser ces produits-là, puis de les mettre sur l'étagère. Puis c'est pas un sac en plastique cheap, puis quand on l'ouvre, on a des tampons partout dans le tiroir, puis on ne sait pas quoi en faire. Donc le design est aussi important pour nous. L'éducation, c'est 25% des jeunes qui ne comprennent pas ce que sont les menstruations. C'est une jeune sur 3 qui ne sait pas dealer avec ses premières menstruations. Puis ça, c'est chez les jeunes. Mais chez les adultes, il y a aussi de gros enjeux d'éducation. Notamment, on fait beaucoup d'efforts sur les milieux de travail, etc. Donc l'éducation est très importante pour nous pour changer, dans le fond, la société, puis faire en sorte que la santé menstruelle, les enjeux de périménopause et ménopause soient mis au centre des discussions, puis qu'on n'ait pas peur d'en parler. Puis le 5e pilier, c'est vraiment la lutte contre la précarité menstruelle. 27% des Canadiennes qui ont leur menstruation régulièrement, 32% des Québécoises qui peuvent être en situation de précarité menstruelle, 8% sont en situation de précarité menstruelle de façon récurrente. Donc ça, c'est des personnes qui se posent la question, est-ce que j'achète des produits menstruels ou de la nourriture ce soir? Donc, c'est des personnes qui utilisent des substituts, généralement du papier toilette, au lieu d'acheter des produits menstruels. Puis ça a des impacts socio-économiques très importants parce que quand on a nos menstruations, on ne peut pas aller travailler avec du papier toilette dans la culotte. Ça ne marche pas. Donc, il y a aussi un très gros impact dans les écoles. La précarité menstruelle peut aller jusqu'à 50% dans les milieux éducatifs. Donc ça, c'est des personnes qui ne peuvent plus aller en cours. On voit que chez les jeunes, les jeunes manquent jusqu'à 2 jours d'école par mois pour certaines populations. Donc, il y a des impacts socio-économiques très importants parce que quand on agrège 2 jours d'école par mois sur une dizaine d'années, c'est quand même important. Bah oui. L'éducation, là, comment est-ce que vous essayez de pallier à ça? Ouais. Puis, tu sais, mine de rien, vous êtes quand même une entreprise privée à but lucratif, même si la mission, elle est noble, il y a quand même cet aspect-là. Donc, comment est-ce qu'on retrouve un peu l'équilibre budgétaire et en même temps de servir la mission sociale? Oui, donc dans le fond, l'impact fait partie de notre ADN. Ça fait partie de notre modèle d'affaires. Puis, je te dirais, pour moi, l'impact, que ce soit l'éducation, la lutte contre la précarité menstruelle, la déstigmatisation, c'est pas à mettre en opposition avec le côté économique. Au contraire, l'impact aide la performance financière et la performance financière aide l'impact. Parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'impact. Au niveau de l'éducation, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des produits éducationnels. Par exemple, on est en train de sortir un jeu de cartes d'une centaine de cartes, des cartes de tarot, qui sont des cartes de discussion à propos donc des menstruations. Donc ça, dans le but d'aider, on peut penser aux pères célibataires, mais aussi dans les écoles, puis même les mères, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc il y a des produits qu'on sort qui sont vraiment des produits fun, ludiques et qui ont une grosse composante d'éducation. Après, on n'en a pas encore parlé, mais nous, tout un canal de vente de notre entreprise, c'est la vente dans les milieux de travail.
Donc, on est la première entreprise au monde à avoir développé une solution clé en main pour les institutions, les corporations, pour avoir des produits menstruels, mais pas juste avoir des produits menstruels. Donc, on les supporte dans le déploiement des produits menstruels, l'installation des distributeurs, etc. Mais on les supporte aussi dans la communication et dans l'éducation. Donc, on donne des conférences dans les lieux de travail. On a un certain nombre de guides qu'on distribue dans les milieux de travail. On a des experts qui travaillent avec nous et on touche un certain nombre de sujets. Et donc, le but, c'est vraiment, quand on arrive en face d'une organisation, d'une institution, on ne parle pas de produits menstruels. Ce qu'on parle, c'est de la santé de 51% de la population. Donc de leurs employés ou Exactement, exactement. Donc de la santé menstruelle, de la périménopause, de la ménopause et de l'impact de ces enjeux-là dans les milieux de travail. Je peux te donner plein d'exemples des conversations qu'on a avec les exécutifs ou les gestionnaires, mais ces discussions-là, c'est des discussions qui sont très importantes. On parle de mettre de l'avant l'inclusivité et la diversité dans les lieux de travail. On n'y arrivera pas tant que certains sujets seront tabous et tant qu'on n'aura pas vraiment fait un pas vers les gens qui ne sont pas des hommes blancs comme toi et moi. Parce qu'il faut réaliser que les milieux de travail, il y a des années, ont été conçus pour les besoins des hommes blancs, autour des besoins des hommes blancs, dans un système où les femmes étaient généralement à la maison et les hommes blancs étaient travaillés et donc rapportaient de l'argent. Et donc, c'est comme ça que... Alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais il y a des points encore qui peuvent être améliorés. Qui ne se sont pas adaptés et qui doivent s'adapter à la nouvelle réalité. Exactement. OK. Un produit et un design déstigmatisant. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce concept et qu'est-ce que ça implique pour vous et pour vos consommateurs? Ouais. Dans le fond, tu as déjà ouvert une boîte de tampons? Non. Généralement, ou un paquet de tampons? Généralement, c'est du plastique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est généralement un paquet en plastique cheap. Tu ouvres le plastique, tu ne pourras jamais le refermer. Ça éclate partout, puis là, tu en as plein au fond du tiroir, au fond du sac à main, au fond de... Donc, nous, il y a deux éléments. Il y a le design, le beau. Donc, on veut des produits dont les consommateurs, les consommatrices soient fiers d'utiliser, soient fiers d'avoir sur l'étagère de leur salle de bain ou dans la salle de bain au travail. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est la fonctionnalité. Donc des produits qui sont fonctionnels, qui sont faciles d'utilisation, qui permettent de refermer la boîte, incroyable, qui permettent de rapidement avoir quelques produits menstruels dans le sac à main sans que ce soit au fond et puis n'importe comment dans des papiers, dans des petits papiers de plastique, là, parce que généralement, c'est dans du plastique aussi. Là. Donc, on essaie d'utiliser le moins possible le plastique, là. Oui, exactement. Donc, polluants. Exactement. Donc, nous, tous nos produits, ça c'est vraiment important, tous nos produits à usage unique, le produit en tant que tel, donc la serviette ou le tampon, est fait de coton organique. Et on a remplacé le plastique par une cellulose de maïs qui se décompose en à peu près 150 jours. Dans compost, donc on a une certification home composting, là, donc dans le compost civil ou le compost industriel, mais on a zéro plastique aussi bien dans notre produit que ce qu'il y a autour, et nos paquets en carton sont tous certifiés FSC, donc recyclés, recyclables. Okay. Le marché sur lequel vous êtes pourrait être considéré un peu comme un marché niché. Parce qu'au final, il touche plus de 50% de la population. Là. Ouais. Comment est-ce qu'on se positionne sur ce jeu-là, là, sur la vente, que ce soit la vente en ligne ou la vente en magasin ou en entreprise, non? Oui, donc dans le fond, c'est à la fois mettre de l'avant l'impact et la mission de l'entreprise. Je pense que c'est très important. Je pense que les entreprises à succès, surtout aujourd'hui, c'est des entreprises avec une mission forte. Donc, c'est mettre de l'avant ce message-là. Après, c'est ouvrir les canaux commerciaux
qui correspondent à la clientèle. Donc nous, on vend sur notre site Internet, mais on s'entend que dans 99% des cas, quand les gens pensent à acheter des produits menstruels, c'est quand ils en ont vraiment besoin. Puis quand ils en ont vraiment besoin, tu n'as pas le temps d'attendre 2 jours que ta caisse de produits menstruels Iris Arlo arrive à ta porte. Donc, être présent chez les détaillants, c'est très important. Et également, nous, on est présent dans les lieux de travail. Donc ça, la présence dans les lieux de travail, c'est vraiment un nouveau marché. On pourrait en parler un petit peu plus longtemps, mais dans le fond, il y a eu un changement législatif au niveau fédéral, changement au niveau du Code de travail du fédéral, qui fait que toutes les organisations sous législation fédérale doivent offrir des produits menstruels dans les salles de bain. Et ce changement au niveau du Code du travail a eu un effet boule de neige sur le reste du marché. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises, d'institutions qui veulent offrir des produits menstruels, qui offrent des produits menstruels. Donc on fait par exemple un projet pilote à l'Auto-Québec. Donc on a nos produits menstruels au siège social de l'Auto-Québec. Puis on a un ensemble on est présent dans 300 organisations à travers le Canada. Donc la législation, pour vous, c'est un vecteur de croissance? En ce moment, oui. Ouais. En ce moment, oui. On essaye de suivre ce mouvement-là, mais de suivre ce mouvement-là en offrant une solution qui est vraiment adaptée au milieu de travail. Puis les milieux de travail, tous les milieux de travail sont différents. Donc c'est offrir une solution qui est vraiment qui est suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins des institutions, des bureaux. Il n'y a pas 2 salles de bain qui sont les mêmes. Il n'y a pas on parle à certains milieux de travail, les gens sont présents 3 jours semaine au bureau, d'autres 1 jour semaine au bureau. D'autres, ils sont complètement absents. Donc, c'est comment on adapte un petit peu notre offre, puis notre offre clé en main à tout ça. Vente en ligne? Oui. Vente en magasin? Oui. Vente en entreprise? Oui. Accompagnement des entreprises? Oui. Ça fait quand même beaucoup. Pas mal de canaux de vente. Oui. Comment on jongle avec tout ça, hein? Oui. Donc, comment on jongle avec tout ça? On s'entoure. On s'entoure d'experts. Nous, on a été accompagnés par des incubateurs à Montréal. On a notamment été accompagnés par l'Esplanade pour nous aider dans la commercialisation, entre autres. Mais on s'entoure d'experts, on s'assure qu'on comprend, chaque canal de vente est très différent, puis on s'assure qu'on comprend comment les différents canaux de vente fonctionnaient. Donc nous, au début, on était le canal de vente en entreprise, c'est vraiment comme ça qu'on a débuté. Puis pour nous, c'était plus facile parce que et Lara et moi, on était tous les deux issus des services professionnels. Donc, on savait ce que c'était que de livrer des services de grande qualité à des entreprises. Donc, c'est là-dessus qu'on a débuté. Puis après, on a appris. Lara était beaucoup plus connaissante que moi dans tout ce qui était DTC, retail. Donc, moi, j'ai appris plus au niveau opérationnel. Lara, qui a un background en marketing, elle connaissait très bien ça. Mais on s'entoure, assurément. Ça fait combien de temps qu'elle existe, l'entreprise? Écoute, oui, ça fait 2 ans qu'on existe sur le papier, mais la commercialisation, on l'a commencé en 2024, janvier, février 2024. Puis ça, c'est la commercialisation plus milieu de travail. Notre commercialisation au détail, on a commencé en avril-mai. Donc, c'est très récent. Je te dirais même juin pour les premières commandes. C'est juste, on s'est fait connaître un petit peu avant. Oui, parce que vous êtes déjà présent dans pas mal de bannières. Oui, donc on est présent. On a lancé au Québec avec Avril Supermarché, donc super détaillant qui pousse justement dans la mission et d'améliorer la santé des Québécois. Donc, on était vraiment alignés niveau valeur, ce qui est très important pour nous. Dans le fond, on s'entoure bien. Et donc, la façon de bien s'entourer, c'est de se parler de valeurs en premier. Donc, on s'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs que nous et qui sont alignés avec notre mission. Donc, c'était le cas d'Avril. Mais oui, et puis là, on est présent dans une centaine de détaillants à travers le Canada. C'est une
très forte croissance, là. Ouais. Comment est-ce qu'on gère cette croissance-là, tant d'un point de vue vente, mais aussi d'un point de vue opérationnel, là? Ouais. Puis sachant qu'en étant expertise, il y a aussi la vente dans les entreprises, il y a aussi la vente en e-com, là. Ça fait beaucoup, là. Oui, donc ça fait beaucoup. Donc on essaye de trouver, nous, il y a eu 2 grands éléments. Le premier, c'est s'aligner avec les fournisseurs. Donc s'assurer pour nous, donc je dis, on a commencé la commercialisation en février, mais ça faisait déjà 1 an et demi qu'on existait. Ouais. Et dans ce 1 an et demi-là, pour nous, ça a été très important de trouver des fournisseurs qui sont alignés avec nous, point de vue valeur, qui étaient ouverts à développer le produit avec nous et à faire en sorte d'innover. Ce n'est pas tous les fournisseurs qui acceptent d'innover. Donc nous, ça a été très important pour nous. L'alignement de valeur a été la première chose. Donc le fait qu'on voulait faire aucun compromis sur la qualité du produit et l'impact du produit sur la santé et l'environnement. Puis ça a été un vrai défi parce qu'on a eu un très grand nombre de conversations où on s'est fait dire « Bon, OK, ça n'a pas besoin d'être 100% organique. Si c'est 80% organique, il y a beaucoup de greenwashing dans l'industrie. Ouais. Donc, on s'est beaucoup fait dire « Si c'est 80% organique, c'est correct. Personne ne posera de questions, personne ne comprend. La liste des ingrédients dans les produits menstruels n'est affichée nulle part sur les packaging. On est OK avec ça, mais nous, on voulait absolument faire aucun compromis là-dessus. Donc, c'est trouver les bons fournisseurs qui sont, 1, capables de faire le produit, mais 2, capables de le faire à grande échelle. Donc, nous, ça a été cette idée-là, de s'entourer avec les bonnes personnes, puis de faire des suivis réguliers avec ces personnes-là pour qu'ils sachent exactement où on en est. Puis ça, c'est avec nos fournisseurs, mais aussi tous nos partenaires, les incubateurs, les financiers. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est plus l'élément opérationnel. Automatiser le plus possible nos opérations. Donc, on a implanté un ERP, on utilise des plateformes en ligne, on fait en sorte de pouvoir avoir un suivi de chaque commande très précis, un log très précis de ce qui s'est passé, complètement automatisé, et de ne pas avoir besoin de se passer des papiers entre nous. Parce que là, c'est manuel. Ouais, catastrophe. Tu as parlé de la cohésion avec les fournisseurs. Ouais. Ce point, il est vraiment intéressant, puis j'aimerais m'attendre un peu plus là-dessus, parce que quand on parle commerce de détail, on s'entend qu'on a beaucoup de fournisseurs. La plupart du temps, il y a plus d'une vingtaine de fournisseurs pour les détaillants du Québec. Là. Ouais. Comment est-ce que... c'est quoi les clés pour aller solliciter la personne, solliciter ton fournisseur, puis l'embarquer dans ta folie de changer tel ou tel produit ou de faire une campagne? Ouais. Comment est-ce qu'on sollicite ce monde-là? Mais je te dirais, c'est important de trouver des fournisseurs dès le début là, qui sont capables de nous aider là-dedans. Donc, c'est dès les premières discussions, savoir que notre identité, c'est l'impact, c'est la santé, c'est l'environnement, et on veut innover. Donc, même si au tout début, les premières conversations, on n'avait pas de produit, on ne savait pas encore exactement à quoi le produit allait ressembler, mais on s'assurait que le fournisseur en face de nous était ouvert à innover et avait à cœur la santé et l'environnement autant que nous, et pouvait le backer avec les certifications, avec les différents les portefeuilles de clients qu'ils ont, etc. Et les produits qu'ils ont déjà sur la ligne. Donc, pour nous, c'était super important. Puis, les premières conversations sont importantes. Puis, il y a un très grand nombre de personnes et de fournisseurs à qui on ne parlait plus après une seule conversation. Parce que quand on s'est fait dire « Non, on ne peut pas faire du 100% coton, on ne fait pas du 100% coton parce que ça coûte trop cher. » Mais on va vous dire, là, parce que vous êtes nouveau sur le marché, si vous faites juste 80%, c'est correct, personne n'y verra rien, puis vos marges seront bien meilleures. Ben nous, c'était le dernier appel. On s'est aussi beaucoup fait dire, quand on posait des questions sur, OK, ça ne peut pas être 100% coton organique, mais quels sont les autres ingrédients? Là, on s'est beaucoup fait dire, va falloir qu'on signe un NDA pour continuer la conversation. Ben nous, c'était comme, OK, on va arrêter la conversation tout de suite. Donc, c'est vraiment, l'idée, là, c'est vraiment d'être très fort au niveau de ses valeurs. On ne peut pas faire de compromis sur les valeurs. Donc, être très fort au niveau des valeurs
et, dans le fond, s'assurer que nos fournisseurs étaient alignés avec ces valeurs-là. OK. L'humain puis les valeurs avant tout, non? Oui. En amont, donc avec tes fournisseurs, comment ça se passe en aval sur la transmission de ces valeurs-là auprès de vos consommateurs? Est-ce que le marché québécois est prêt à ça? Il est ouvert à ça? Il est hyper réceptif? Oui. Donc ça, on véhicule notre message de différentes manières. Donc à la fois, on essaye d'identifier certains influenceurs, donc toute notre stratégie au niveau des influenceurs, donc d'identifier les influenceurs qui vont pouvoir nous aider à transmettre ce message-là, mais aussi la façon dont on développe une relation avec nos clients et dont on suit nos clients. Donc, on a mis en place un CRM. On est capable de voir quels sont les clients qui recommandent, quels sont les clients qui ont pris des souscriptions chez nous. Donc ça aussi, l'idée des souscriptions aide beaucoup parce que ça montre qui va être fidèle au produit. Puis là, on parle à ces clients-là, puis on leur demande pourquoi vous nous avez choisis nous, puis on les met de l'avant. Puis on leur offre des, dans le fond, on leur offre des produits ou dans le fond pour souligner l'alignement de valeurs. Mais c'est super important de développer une communauté. Ouais. J'adore ça parce que souvent les entreprises, elles savent pourquoi ça n'a pas marché. Mm-hmm. Mais elles ne savent pas pourquoi ça marche. Puis ça, c'est quand j'accompagne les détaillants, là, la première question que je leur pose là, sur la mentoring, c'est est-ce que tu sais pourquoi ton client il t'aime? Pourquoi est-ce que ton client il aime ton produit? Puis pourquoi est-ce qu'il revient vers toi? Puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de répondre à ça. Mm-hmm. Et pourtant, c'est primordial. Oui, c'est important de savoir aussi pourquoi ça marche pas, pour s'améliorer, etc. Mais d'abord, regardons le positif, puis pourquoi ça marche, pourquoi est-ce que notre produit il fonctionne. Pour continuer, puis pour pousser là-dedans. Là. Et là encore, je vais revenir aux valeurs, c'est-à-dire que souvent, quand on pose la question pourquoi le produit, pourquoi c'est un succès, souvent, la personne va répondre au niveau des... j'ai pas le mot en français, là, le mot anglais qui me vient, c'est features, mais au niveau des caractéristiques, caractéristiques du produit. Tu sais, nous, on a un produit qui est top qualité, qui est 100% biodégradable, etc. Mais en fait, oui, je peux te le dire, oui, nous, on a des gens dans notre communauté, dans nos clients. On a, par exemple, des gens qui ont eu un cancer ou qui ont eu des problèmes de santé et qui se sont fait dire par leur médecin de prendre des produits, de choisir des produits qui sont 100% naturels. Donc, ils sont venus vers nous. Et donc, c'est en voyant les premières commandes, puis en voyant des commandes qui étaient un petit peu différentes. Donc, on a eu, par exemple, je me souviens la première fois qu'on a eu une commande de 500 protège-dessous. Bon, les protège-dessous, il faut savoir que c'est utilisé de manière un petit peu différente des produits menstruels classiques. Donc, une serviette, tu la portes juste pendant ton cycle menstruel. Les protège-dessous, bien souvent, les personnes en portent à tous les jours parce que des petites fuites urinaires, etc. Et donc, la première fois qu'on a vu une boîte de 500 protège-dessous sortir, là, on a appelé la personne, puis on lui a demandé, mais d'abord, est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes une consommatrice, là? On a des boîtes de vin, là. Êtes-vous sûr, là? Parce que 500, même en utilisant à tous les jours, ça fait quand même 7-8 mois de produits, parce que la personne va en utiliser 2-3 par jour. Mais c'est quand même... et donc, c'est là que la personne nous a dit, moi, j'ai eu un cancer, donc mon médecin m'a dit d'utiliser des produits naturels, donc je veux essayer vos produits. Donc, elle essayait nos produits avec une boîte de 500. C'était quand même un petit... mais dans le fond, puis on peut parler du produit, on peut vanter le produit, mais je pense que le retour aux valeurs, le retour à l'identité est super important. Donc, je pense que la première étape pour démarrer une entreprise dans le détail, c'est vraiment mission, vision, valeur. Puis, il y a trop de monde qui ne font pas vraiment l'exercice, mais c'est vraiment un exercice. Véhiculer le message par les valeurs, c'est vraiment très puissant. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc, l'idée d'être un mouvement
RSA Arlo, dans le fond, on est un mouvement vers l'équité et l'inclusion. Donc, on essaie de promouvoir la santé des personnes qui ont des menstruations de la ménarche à la ménopause, que ce soit sur les milieux de travail, à la maison ou dans les lieux publics. Et parler des enjeux de santé autour des menstruations nous aide à véhiculer ce message-là, dans le fond. Puis c'est vraiment ce qu'on fait. Tu parlais là de bien comprendre ton consommateur, ton client. Donc là, il y a eu cet exemple que tu nous as donné où là, on prend le téléphone puis on appelle. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour rester le plus proche possible de votre consommateur puis de récolter au maximum d'informations sur son expérience? Oui, donc d'envoyer des messages aux clients aussi, puis leur demander « Hey, pouvez-vous me donner un feedback sur le produit ?» ou de regarder, de temps en temps, on a des consommateurs ou des clients qui répètent les commandes, mais qui commandent différents produits. Donc là, on leur demande « Hey, donc pourquoi tu as commandé différentes cette fois-ci? Est-ce que tu as des feedbacks, etc. » Nous, c'est aussi, on va chercher aussi beaucoup de feedback avec les institutions et les organisations avec qui on travaille. Parce que là, on a vraiment un suivi personnalisé qui fait partie du service qu'on offre. Ouais. Donc, le faire pour les clients au détail, c'est important, mais c'est plus des messages, ça va plus se faire à partir de messages sporadiques ou un coup de téléphone. Alors qu'une entreprise, c'est vraiment une relation à long terme qui est plus... on a des appels et plus fréquemment. Donc là, à ce moment-là, c'est demander qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est quoi vos enjeux au jour le jour. Donc souvent, on observe les entreprises de ménage remplissent trop les distributeurs, donc ça force sur les distributeurs, donc ce genre de choses-là. Donc on adapte par exemple, récemment, on a développé un distributeur qui marche super bien. Puis récemment, on s'est fait dire par certaines entreprises l'installent mal. Donc, on est en train de développer une vidéo sur comment installer le distributeur. Parce que nous, on avait fait un manuel d'instruction qu'on a mis à l'intérieur du distributeur. Personne ne lit le manuel d'instruction, ce qui est normal. Personne ne lit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vidéo qu'on met sur YouTube, puis on envoie le lien. Donc c'est ça. Donc, c'est avoir ce lien avec les clients. Donc, on ne sera jamais une entreprise qui ne fonctionne qu'avec des distributeurs. Les distributeurs nous aident énormément à développer le marché et puis ils nous aident aussi dans tout ce qui est notre mission d'éducation parce qu'on est en train de travailler avec nos distributeurs pour qu'ils véhiculent les mêmes valeurs, qu'ils véhiculent le même message en parlant d'RSA Arlo. Mais je pense que c'est important pour une entreprise de détail de toujours garder un contact avec quelques clients et de toujours faire un peu de vente directe pour avoir ce feedback. C'est super important. Puis là, les commentaires que tu reçois des entreprises peuvent servir aussi le développement de produits pour le vente en ligne ou pour la vente avec les distributeurs et les boutiques. Absolument, absolument. Donc, on se sert de tout le feedback. On a des listes de feedback et ça, vraiment, ça nourrit notre stratégie de développement de produits. Puis, comment est-ce que vous gérez cette liste-là, d'un point de vue très pragmatique là? Oui. Donc, dans le fond, quand on a démarré, on était vraiment en mode start-up où on était en pré-commercialisation. Donc là, on regardait un petit peu ce qui se passait sur le marché et on avait des idées. Et donc là, on faisait notre premier développement de produit. Donc ça, c'est très non structuré. Là, on est en train de se structurer parce qu'on connaît une belle croissance. On est en train de structurer notre développement de produit. Donc, on rassemble un certain nombre de feedbacks. On met ces feedbacks-là dans des dossiers. Et ensuite, on a un cycle de développement de produit dans lequel, à plusieurs étapes qu'on est en train de développer, dans lequel on utilise, dans le fond, on rassemble les feedbacks, on priorise, etc. OK. Puis ça sert le développement de produits, la mise en marché et le développement de produits de par la bande, là. Oui, absolument. Non, c'est super important. Notre développement de produits va être nourri par le feedback qu'on a sur nos produits. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez implanter peut-être des solutions d'automatisation, l'intelligence artificielle? Oui, non, 100%. Donc nous, toutes nos opérations ont été automatisées. On a implanté un PGI. Donc ça, c'est un progiciel. OK. Un progiciel. Donc, c'est vraiment un logiciel de gestion des inventaires, gestion
gestion des envois, gestion des achats, gestion financière. Donc, avoir toutes les fonctionnalités intégrées dans la même solution et pouvoir, dans le fond, suivre un processus qui est numérisé, ça a été super important dans notre croissance pour éviter les erreurs. Quand on a commencé comme tout le monde, très manuel. On faisait au tout début, on vendait les serviettes quasiment à l'unité, surtout sur les milieux de travail. Donc, on comptait les serviettes. Donc, de temps en temps, on avait des commandes de 1253 serviettes. Allez, il faut compter 1253 serviettes. Donc, tout ça, on a simplifié tout ça. On a sorti des SKU avec des boîtes de 250 serviettes, ou de 500 serviettes. Ne serait-ce que ça, là, ça paraît très simple, mais ça nous a... Parce qu'on partait vraiment du principe de OK, on doit avoir une solution qui est ultra flexible pour nos clients. Et on est allé un petit peu à l'excès au niveau des... parce que les clients peuvent acheter des boîtes de 250 serviettes. Là, ils ne sont pas obligés d'en avoir 1259. Peut-être qu'ils peuvent en acheter 1300 ou 1250. C'est ça. Donc, on a simplifié nos SKU, on a rationalisé nos SKU. On en avait un peu plus au début. On a rationalisé nos SKU. Puis, on a implanté des logiciels de gestion de processus et donc gestion de la chaîne d'approvisionnement et tout ce qui est... Intéressant parce que c'est quand on grandit, là, on commence à s'équiper, puis on fait des essais-erreurs, là, puis on pense aller dans cette direction-là, puis finalement, on se rend compte que hey, c'était pas la bonne, là, on repasse. Est-ce que tu as d'autres exemples où, au fur et à mesure, là, vous avez avancé, puis OK, là, il faut revoir complètement ça, il faut remettre ça à terre? Là. Mais en fait, ça arrive quasiment à tous les jours, au point qu'on s'en rend à peine compte. Puis nous, on en était très conscients. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est la stratégie, c'est pas d'éviter de faire des erreurs, mais c'est d'éviter de faire des erreurs qui vont coûter beaucoup d'argent. Donc, c'est faire des essais en mettant le moins d'argent possible au tout début. Donc, c'est pour ça que nous, on a lancé Iris Arlo en faisant une campagne de financement participatif sur la ruche. C'était l'une des plus grosses campagnes de financement participatif à l'époque. Donc, on a levé 100 000 $ en financement participatif qui a fini avec 250 000 $ parce qu'on avait une subvention, le fonds Milléen du secrétariat à la jeunesse et Desjardins aussi nous a aidés en tant que partenaire d'impact. Donc ça, on arrivait à 250 000, mais il fallait qu'on lève 100 000 $. Donc ça, c'est vraiment des précommandes d'entreprise. Puis ça a été ça notre MVP. Donc ça a été ça qui a permis, donc on a mis différents produits. Puis évidemment, si on est en précommande, ça veut dire qu'on n'a pas encore les produits dans l'entrepôt. Mais le client le sait. Le client le sait. Donc là, on a mis différents produits à disposition. Puis il y a des produits qui ont bien marché, il y a des produits qui ont moins bien marché, mais donc on a pu s'adapter sans dépenser trop d'argent dès le début. Puis c'est vraiment la façon de faire croître une entreprise et d'innover. C'est vraiment comment peut-on faire pour justement essayer plein de choses, voir ce qui fonctionne, recevoir les données sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, sans pour autant mettre 300 000 $ dans le projet au début. Pour une start-up, c'est pas supportable. Tu dis que vous réadaptez à tous les jours, là. Ouais. Loin de moi l'idée d'être pessimiste, mais comment on évite de s'essouffler là-dedans? De se fatiguer, là, de sans arrêt rebrasser les cartes, de sans arrêt essayer des choses. Ben, une start-up en démarrage, c'est ça à tous les jours pendant 2-3 ans. Puis c'est normal, je veux dire, on ne choisit pas d'être entrepreneur si on n'est pas confortable avec l'idée qu'on va vivre 2, 3, 4 ans en se remettant au défi à sans arrêt et en remettant tout en question à sans arrêt. Je dirais même, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, parce qu'une entreprise peut perdre sa pertinence très rapidement si elle ne se remet pas en question. Mais pour une start-up qui démarre sans avoir énormément de financement, sans avoir... c'est extrêmement vrai. Donc, les entrepreneurs, par nécessité ou par vocation, ont cette envie de se mettre au défi sans arrêt. Puis,
ça fait partie de notre ADN. Puis vous avez commencé à 2? Oui, alors Lara a commencé à 2. Moi, j'ai rejoint Lara en février 2024. Donc, c'est vraiment Lara qui a débuté avec une autre personne qui était... elle était pas... Cette autre personne-là était une employée, pas une partenaire. Okay. Mais donc, c'est comme ça que ça a débuté. Puis moi, j'aidais Lara le soir et les fins de semaine jusqu'à un moment où c'est ça. J'avais mon travail. Donc, je travaillais à Deloitte avant. Puis Deloitte, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé dans la transition. Ils ont été super bons avec moi, mais j'avais comme mon travail à Deloitte. Puis les soirs, les week-ends, j'avais mon travail pour RS Arlo. Puis à un moment, ça devenait trop. Donc, j'ai décidé de rejoindre Lara en février. Aujourd'hui, on est 10 dans l'entreprise. Okay. Donc, on a eu un beau succès commercial. Puis, dans le fond, on s'est entouré de partenaires financiers, partenaires au niveau de l'accompagnement qui nous ont permis de croître aussi. Partenaires au niveau de l'accompagnement, ouais. Quel type par exemple? Donc on a eu la des ruche incubateurs. Pour lancer. Ouais, c'est ça. Voilà l'esplanade. On a eu des incubateurs, comme l'esplanade. On est incubé en ce moment à la base au HEC. Donc là aussi, on a un accompagnement qui est plus un accompagnement pour la croissance. Donc le coaching, s'entourer des bonnes personnes. Le coaching est très, très important au niveau du lancement, mais aussi au niveau de la croissance. S'entourer de gens qui l'ont déjà fait avant, qui ont fait plein d'erreurs, qui savent les erreurs qu'ils ont fait, puis qui sont capables de nous dire « t'en vas pas dans cette direction-là, pars par là ou fais cet ajustement, etc. » Ça a une grande valeur. Donc, on a un comité d'experts d'une quinzaine de personnes qui sont spécialisées, c'est toutes des personnes admirables qui ont une super belle expérience, qui sont spécialisées dans différents domaines. Puis on est capable d'appeler la personne, par exemple, distribution, si on a un gros distributeur, une opportunité avec un gros distributeur. Puis là, on a des questions, donc on est capable de faire ces appels-là. Ça, c'est super important. L'incubateur de HEC? C'est aussi, le HEC en fait partie. Donc on a vraiment un comité d'experts à Iris Arlo. Le HEC en fait partie avec la base. Lara est aussi allée à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Okay. Donc, elle a fait le parcours émergence, ce qui l'a énormément aidé. Elle a rencontré beaucoup d'entrepreneurs à succès à travers le parcours émergence. Donc, on a un bel écosystème au Québec. Est-ce que souvent dans ces écosystèmes d'accompagnement, on est très axé sur la commercialisation, le partenariat, la recherche de financement et parfois le côté opérationnel est peut-être un petit peu oublié, un petit peu laissé de côté. Comment ça s'est passé la croissance d'un point de vue opération? Comment est-ce qu'on prépare nos commandes dans l'entrepôt, on stocke, il y en a trop, il faut déménager? Oui, donc dans le fond, donc ça c'est ça s'est fait de manière très organique pour nous, mais nous, dès le début, on a pris la décision d'être en contrôle de nos opérations. Donc au début, on s'est dit, OK, on va avoir un entrepôt, puis on va gérer notre propre entrepôt. Ça, c'était une décision qu'on a prise. Donc au début, on avait une petite unité, on avait 1000 pieds carrés d'entrepôt. Aujourd'hui, on a déménagé dans un entrepôt/bureau de 8000 pieds carrés. Puis là, on pense déjà à la croissance encore. Puis ça, je te parle, on n'a pas fini l'année 2024, qui est l'année de notre commercialisation. Donc, ça va vite. Donc, là encore, au niveau de l'entrepôt, c'était trouver le bon partenaire. Puis, on s'est parlé tout à l'heure d'où on était, mais c'est trouver le bon partenaire, puis trouver un partenaire qui pouvait nous aider dans la croissance aussi. Donc nous, on savait dès le début, puis qu'on allait avoir besoin de plus en plus de place, mais qu'en février 2024, on n'avait pas nécessairement le budget pour avoir 8000 pieds carrés d'entrepôt. Aujourd'hui, on en a besoin, puis on a le budget. Donc, c'est avoir un... Puis,
c'est difficile en immobilier, mais c'est d'avoir un partenaire qui nous dise écoutez, je vais vous aider dans la croissance. Puis si vous avez besoin, on va signer un bail de tant d'années, mais si vous avez besoin de changer, etc., je vais vous aider. Puis voici les conditions économiques, les conditions financières, etc. Puis on a négocié, puis on est arrivé à quelque chose qui nous permet de croître, puis avec lequel on est content. Donc ça a été le côté entrepôt. Après ça, ça a été vraiment la numérisation de nos opérations qui nous ont aidés. Et avec nos essais-erreurs, en comptant au début les serviettes qu'on mettait dans le... Pour les tampons, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas le droit, avec les accréditations Santé Canada, on n'avait pas le droit au début, avec les accréditations qu'on avait, de sortir les tampons des paquets de 16. Donc, c'était un petit peu différent. Okay. Mais dans le fond, c'est ça, on est passé avec des essais-erreurs de, voilà, si tu veux 1359 serviettes, je te livre 1359 serviettes. Aujourd'hui, on a des contenants qui sont prédéterminés, qui sont déjà dans des caisses. Donc, ça nous aide évidemment à aller beaucoup plus vite dans la manutention, puis à suivre nos inventaires aussi, parce que tu ne peux pas mettre des codes barres sur les serviettes pour savoir avec combien j'ai de serviettes aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus facile de compter des boîtes de 500 ou de 250. Donc, tout ça, et puis avec la numérisation de nos processus. Donc, c'est important, quand on commence une entreprise, on a une opportunité en or, parce que la numérisation des processus pour une entreprise qui est déjà établie, c'est tellement long et difficile, parce que tu dois prendre tes processus qui existent déjà, les rentrer dans l'outil numérique, prendre l'historique, les cartographies, puis prendre l'historique des transactions, puis rentrer tout ça. Puis ça, c'est un travail énorme. Ouais. Moi, c'est ce que je faisais à Deloitte. Donc, je peux te le dire, c'est un travail énorme. Quand tu es une nouvelle entreprise, tu as cette opportunité de commencer d'une page blanche. Donc, on avait vraiment cette vision de commencer dès le début avec la numérisation de nos opérations. Donc, très vite, on s'est mis à sélectionner un produit qui nous permettait de gérer nos inventaires, de gérer nos commandes et de gérer le processus complètement numérisé et qui était facile d'utilisation, facile d'implantation, qui respectait nos budgets aussi. Donc, on a posé la question, encore une fois, allez voir les gens qui l'ont fait avant. Ouais, donc, les experts, la communauté, mais surtout la communauté entrepreneuriale. Parce qu'il y a tellement, dans le numérique, il y a tellement d'experts, mais chaque expert veut te vendre une solution. Ouais, il y a beaucoup de solutions. Aussi. Allez voir les autres entrepreneurs, leur demander, toi tu utilises quoi comme CRM? Comment tu as connecté Shopify ou ton site Internet à ta solution de suivi des inventaires? Comment tu as fait ça? T'sais? Puis, c'est parler à ces entrepreneurs-là, puis de temps en temps, ils vont dire « Ah, ben, j'ai pris tel outil ». Puis ça n'a pas marché du tout. On a vécu une année horrible, puis on a scrappé ça, puis on a recommencé avec tel outil, puis là, on est content, mais demande à telle autre personne parce qu'eux, ils ont un meilleur processus, puis là, Mais c'est ça. Donc, c'est de bien s'entourer, puis de poser des questions. Là, nous, on part du principe qu'on ne sait rien. Donc, c'est ça. Donc, on pose des questions autour de nous, puis on rassemble le feedback, puis là... OK. J'aimerais t'emmener maintenant sur plus l'aspect livraison. Ouais. Je le rappelle toujours, là, la livraison du dernier kilomètre, donc quand on envoie le produit chez le consommateur final, c'est un impact environnemental qui est énorme. C'est en moyenne, là, les chiffres varient, mais 25% des émissions de gaz à effet de serre du Québec, c'est ça. Donc vous avez, de par vos valeurs, vos process, là, essayé d'avoir un impact le plus faible possible de vos opérations, mais il reste la livraison finale. Puis là, ça sort de votre cadre de contrôle. Donc, quelles sont les solutions que vous utilisez? Oui, exact. Donc, on utilise Mashoul qui rassemble, dans le fond, toutes les différents transporteurs qui sont présents dans la géographie où on va faire la livraison. Puis, on choisit des solutions qui sont des solutions décarbonées quand on le peut. Donc, la grille de transport au Québec est en train de se décarboner. Il y a de beaux efforts qui sont faits avec ça. Donc, des partenaires comme NationX, Eva, Chasseurs Courrier, on les utilise beaucoup.
Surtout quand c'est sur l'île de Montréal, mais NationX peut servir tout le Québec, puis un petit peu l'Ontario aussi. Donc, c'est parfait. Donc, on utilise des solutions décarbonées quand on peut, là, mais on regarde ça de très, très près parce que ça fait partie de l'impact environnemental de notre solution. Puis, ça ne sert à rien de ramener un produit pour lequel tout le carbone qui n'a pas été produit dans la manufacture du produit a été produit dans le transport. Donc, Puis, l'impact environnemental de la livraison, c'est le transporteur, donc le véhicule, mais il y a aussi le contenant, le contenu, pardon, dans l'emballage qu'on va avoir pour le produit. Est-ce que aussi vous questionnez là-dessus, sur comment optimiser l'emballage ? Éviter des produits, éviter de mettre du papier bulle pour protéger. C'est ça. Écoute, nous, nos solutions d'emballage, tout est sans plastique, cartonné, donc zéro papier bulle. On utilise, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, ces espèces de feuilles cartonnées qui se plient puis qui sont capables de remplir de l'espace dans une boîte. On a aussi plein de formats de boîtes différents. Donc ça, c'est super important. On a pris un peu plus d'espace dans notre entrepôt pour commander différents formats de boîtes pour avoir le moins d'espace possible dans la caisse, là. Donc ça commence là. Avoir le moins d'espace. On ne peut pas avoir 3 caisses différentes, 3 formats de caisses quand on fait du e-com, parce que sinon, on va livrer, surtout nous, avec des boîtes de tampons comme ça, puis on a des livraisons B2B à côté qui sont des énormes caisses. On ne peut pas livrer une boîte de tampons comme ça dans une caisse de 24 par 18, là, ça ne marche pas. Donc, avoir différents formats de caisses, on utilise des fournitures qui permettent de remplir, qui sont complètement sans plastique. Même notre tape est sans plastique. On a du tape qui est recyclé, recyclable. Donc, c'est ça. Puis tout est... Avoir des formats de boîtes différents, c'est en termes d'opération, on recommande en général aux entreprises d'avoir le moins de types de formats différents. Vous essayez d'en avoir le plus adapté. Il y a quand même un juste milieu à avoir. Ça. On peut pas en avoir 15 non plus. Sinon, après, il y a un juste milieu. À essayer de savoir. Donc, je te dirais, le juste milieu, ça part aussi de ta stratégie de commercialisation. Puis nous, on met de l'avant des kits ou des bundles. Donc là, on est comme, OK, mais si vous achetez tel produit, achetez notre ensemble découverte ou achetez ceci. Puis ça permet à la fois de faire découvrir tes produits aux consommateurs, mais aussi d'avoir des boîtes qui sont complètement adaptées à ces kits-là. Vous avez pensé... donc, ça permet des deux côtés. Là. Ça commence par la commercialisation. On va en amont préparer ces problématiques-là. Ça serait quoi le plus gros enjeu que vous avez vécu là, en termes de logistique, livraison de colis? Le plus gros enjeu qu'on a connu niveau logistique, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de... Je veux dire, il y a eu beaucoup d'enjeux qu'on a résolus puis qui ont permis d'améliorer le processus. Par exemple, je te dirais, le premier enjeu qu'on a eu, on en parlait tout à l'heure, mais compter les produits à la main, c'était juste pas possible au niveau de la manutention. Ça ne marchait pas. Donc ça, on a résolu ça en adaptant nos produits. On a eu aussi des enjeux où au début, on avait des commandes qui partaient puis qui n'arrivaient pas parce qu'il y avait des problèmes dans la livraison. Donc ça, Schul nous disait le statut ici est attention, il faut contacter le transporteur, etc. Puis au début, on ne faisait pas un bon suivi de ça parce qu'on n'était pas nécessairement, on comprenait pas nécessairement que ça allait être un enjeu parce que les adresses étaient populées par le client sur Shopify. Mais écoute, ça c'est devenu un enjeu. Donc là, on a un suivi des transports, tous les transports qui ne sont pas marqués livrés. On les suit à tous les jours, donc on sort un petit rapport avec quels sont tous les transports qui sont sur un statut attention, comme ça on peut appeler. Donc on a eu des petits enjeux, on s'est adapté à chaque fois. C'est sûr que ça a beaucoup aidé aussi d'avoir notre propre entrepôt, je pense, parce qu'on a pu s'adapter, puis de faire en sorte d'avoir un entrepôt avec des installations
qui permet de recevoir et d'envoyer des produits facilement. Donc, mais ce n'est pas garanti que le loading dock, par exemple, soit à la bonne hauteur ou soit... Donc, nous, on a cherché dès le début, on savait un petit peu parce qu'on s'est fait conseiller là-dessus par des gens qui ont été obligés de déménager ou quoi. Donc, on s'est assuré que notre immeuble remplissait un certain cahier des charges là, quand on commençait à chercher. Mais c'est ça. Donc, on a eu plein de petits enjeux. Un enjeu majeur, pas nécessairement, mais on s'est adapté, puis c'est essai-erreur sans arrêt. Okay. Sur le prix de la livraison, le coût de la livraison, comment est-ce que vous partagez les coûts, vous internez les coûts, vous externalisez les coûts avec vos clients, puis vous avez différents canaux, donc plutôt e-commerce, la vente en ligne? C'est ça. Donc, ce qu'on fait au début, tout dépend de la stratégie marketing et du financement également. C'est-à-dire que si tu as une stratégie marketing agressive avec un financement qui permet de le faire, à ce moment-là, tu veux prendre le plus de coûts de transport possible parce que le coût de transport, c'est une barrière à l'achat pour les clients en ligne. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, à ce moment-là, c'est se dire, tu sais, il y a au Québec, au Canada, en général, un panier de $100. Puis là, je parle de manière très générale parce qu'évidemment, tout dépend des marges, etc. Mais c'est faire son calcul sur les marges, combien de marge je fais quand je vends les produits, puis quelle est, dans le fond, la barrière sur laquelle je peux dire, on va offrir pour tous les paniers de moins de tant de dollars, on va offrir le transport parce qu'on pense que le transport, ça va être en moyenne 15 à 20 dollars. Et puis en bas de cette barrière-là, on paiera le transport, on demandera aux clients de payer le transport. Donc, on peut faire ça. Tout dépend de la stratégie marketing et du financement. Nous, on a eu une stratégie marketing où on voulait faire connaître la marque. Donc, on est assez conciliant sur les frais de transport. On prend beaucoup les frais de transport pour nous. Puis, ça fait partie aussi de notre mission de rendre notre produit accessible. Donc, on voulait baisser le prix à tout prix. Donc, ça a été notre choix pour l'instant. Mais ça dépend vraiment de... Mais tu sais, au Québec, au Canada, généralement, on dit qu'un panier de $100, à partir d'un panier de $100, on devrait offrir le transport. En dessous de $100, on peut dire aux clients de payer au moins une partie du transport. Bon, nous, on a payé ce palier-là à $45. Puis en dessous de $45, on demande aux clients de payer $4,90, je pense. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui est vraiment très peu. Donc, ça veut dire qu'on prend beaucoup des frais de transport. Puis, parfois même, on fait de la vente négative quand tu comptes les frais de transport, mais parce qu'on veut rendre ces produits disponibles. OK. Ça fait partie de votre mission. Il faut l'intégrer dans vos calculs. Donc, il faut l'intégrer dans la profitabilité de l'entreprise, le financement, etc. C'est vraiment important. Puis, les solutions décarbonées, quand même efficaces. Moi, ce que je vois de par notre plateforme, c'est depuis le début qu'on l'a, puis qu'on met les solutions décarbonées de l'avant, c'est de plus en plus compétitif. Avant, ça coûtait un petit peu plus cher. On était à peut-être 1, 2, 3 dollars de plus. La dynamique est vraiment à tendance à s'inverser. Donc, ce n'est plus une excuse de dire je ne fais pas de décarboné parce que c'est trop cher. Mais non, vraiment pas. Puis c'est très, très souvent moins cher. C'est très souvent la solution la moins chère, c'est la solution décarbonée. Encore plus dans un contexte d'augmentation du prix du carburant. Là. On est en pleine augmentation du prix du carburant. En ce moment, cette semaine, je pense que j'ai reçu 3 emails de transporteurs qui nous disaient qu'ils augmentaient leurs coûts. Donc, non, c'est certain. Les solutions décarbonées sont très souvent les moins dispendieuses. Donc, allez voir des solutions décarbonées 100%. Nous, on fait ça avec Machool parce que Machool met bien les solutions décarbonées versus les autres solutions. Puis... le prix est là aussi, donc on voit vraiment la différence. Tu parlais de chasseur-courrier. Chasseur-courrier, c'est du vélo-cargo. Comment ça se passe? Chasseur-courrier, c'est super. Dans le fond, nous, on rentre vraiment la taille de nos boîtes et le poids de nos boîtes. Donc, à ce moment-là, chasseur-courrier, quand c'est éligible, on peut les choisir pour qu'ils viennent livrer. Donc, à ce moment-là, ils arrivent, puis ils viennent livrer, puis il n'y a aucun souci. Ils viennent chercher les colis en vélo.
écoute, c'est super. Ouais, puis la livraison se fait bien. Ouais, la livraison se fait bien, ça marche parfaitement bien. L'ultra rapide, peut-être peut donner des enjeux, ouais, mais comme tu l'as dit. C'est juste une adaptation, là, parce que c'est ça. Au début, quand on a commencé à utiliser Eva, chasseur courrier, nos personnes à la manutention étaient habituées aux autres plus traditionnels. Donc, à ce moment-là, ils étaient habitués, OK, c'est pendant les heures d'ouverture, donc ils vont arriver généralement, à partir de 14 heures, ils arrivent le lendemain matin, puis quand c'est vendredi, ils arrivent le lundi. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, donc une petite adaptation, mais c'était bien correct. Là. D'un point de vue global, là, pour conclure notre séance, là, s'il y avait une chose que vous auriez fait différemment, ça aurait été quoi? Dans toute vos 3 ans d'existence? Écoute, j'en ai parlé un petit peu, mais j'en ai parlé un petit peu récemment, mais je pense que ça aurait été d'engager un petit peu plus de monde ou d'externaliser certains processus internes de l'entreprise un petit peu plus. Notamment, c'est pas relié nécessairement aux opérations. Les opérations, on a dit qu'on les contrôlait. Bon, on a fait au début, nos opérations étaient complexes. Mais c'est une bonne question, en fait. Puis je suis désolé, là, je reviens à ça. Je te prends de court. Ouais, un petit peu. Qu'est-ce qu'on aurait changé si on avait fait les choses différemment? C'est difficile parce qu'on est tout le temps en amélioration continue. Et vous avez la tête dans le guidon aussi, donc ça prend. C'est difficile, mais je te dirais. Cette question demande à prendre du recul. Ouais, non, mais je te dirais, c'est. Dès le début, dans le fond, on serait allé aller chercher du conseil sur comment faire nos livraisons, nos produits, etc. On n'aurait certainement pas fait ce que je te disais tout à l'heure, là, compter les serviettes une par une, là, compter une par une. Je pense avec un peu plus de conseils autour de nous, là, on aurait établi, OK, voici nos quantités, puis voici ce qu'on livre. Mais bon, on a appris à travers ça, même si ça a été un moment... quelques mois, dans le fond, où on l'a fait. Là. On l'a fait une couple de mois, c'est tout, là, avant de changer nos produits. Mais changer un produit, c'est difficile parce que derrière, il faut passer la commande, puis il faut être livré, donc ça prend du temps. Donc, on s'en est rendu compte rapidement. Mais après, il y a eu des mois où on a continué à faire comme ça. Donc, on a eu des solutions manuelles en attendant, où on préparait des boîtes de sang, puis là, on prenait juste une boîte de sang, puis on mettait, même si c'était de notre côté. Mais en tout cas, donc, je pense que ça aurait été vraiment au niveau de l'établissement de nos processus. On a été un peu organique au départ, là, dans l'établissement de nos processus de manutention. Puis très, très, très tourné sur la flexibilité pour le client. Mais je pense qu'on aurait dû systématiser ça un petit peu, puis aujourd'hui, on l'a fait. Okay. Puis un ou deux conseils pour des compagnies qui sont en e-com? Ouais. Dans le fond, commencer par... Moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui je parle, puis qui nous parlent de financement, comment passer aux prochaines étapes, etc. Commencer à avoir un focus obsessif sur vos clients et votre cycle de vente. Il n'y a rien qui arrive sans cycle de vente, sans communauté, sans clients satisfaits. Donc, commencer par avoir cette obsession-là. Ensuite, mettre en place une première initiative qui permette de tester puis d'obtenir des ventes sans que ça te coûte trop cher. Je pense que c'est important. Une fois que tu as des ventes, et on parle de ventes supérieures à 15-20 000 par mois, là. Une fois que tu as des ventes à un certain niveau... Structuré. Puis un certain volume de ventes, là, tu vas pouvoir commencer à parler à des financiers. Alors, il y a des financiers au Québec, au Canada, qui aident beaucoup
les entreprises émergentes. Donc ça, c'est très bien. Il y a des financiers qui sont spécialisés, donc évidemment la BDC est très importante là-dedans. Il y a des financiers qui sont spécialisés dans certains financements. Donc nous, par exemple, Evol a été un super partenaire pour nous. Donc Evol, c'est le financement d'entreprises qui mettent en valeur les minorités. Donc il faut absolument que l'entreprise soit détenue tout ou partie par une personne issue des minorités. Il y a le CEIM aussi qui nous a beaucoup aidés, donc à travers leur fonds investissement jeunesse. Mais ça a été... tout ça, c'est venu parce qu'on était capable de prouver qu'on aurait un cycle de vente parce qu'on a fait une campagne de financement participatif. Je ne dis pas que la campagne de financement participatif s'applique à tous les modèles, ce n'est pas le cas, mais pouvoir vraiment montrer qu'il y a un cycle de vente, pouvoir montrer que il y a des ventes dès le début, puis il y a une communauté qui est prête, ça permet d'aligner le reste. Donc je pense pour les entreprises en démarrage, c'est vraiment ça mon conseil de travailler là-dessus. Je pense que c'est l'École des entrepreneurs du Québec qui produit une cartographie de tous les organismes qui peuvent aider les entreprises, financer les entreprises, accompagner. Exact. C'est l'École des entrepreneurs, il me semble. Je ne sais pas exactement. Il y a plusieurs organismes qui proposent ce genre de choses. Plusieurs incubateurs qui le proposent aussi. Les incubateurs ont aussi des programmes commercialisation, etc., qui permettent de penser vraiment à la stratégie de commercialisation. Mais dans le fond, le principe est toujours le même. C'est comment générer un premier cycle de vente sans trop avoir besoin de trop d'argent. Ça, je pense que c'est absolument vital pour démarrer une entreprise dans le détail. C'est vraiment parfait. Merci Damien. Super. Merci beaucoup pour le temps puis pour le partage que tu nous as livré. Là, c'était vraiment intéressant. Je suis persuadé que ça va servir un bon nombre d'entreprises au Québec. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode du balado Les Expéditeurs. Donc encore une fois, on remercie le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui nous supporte et qui nous permet d'avoir cet espace d'échange avec les entreprises pour les entreprises. Donc merci Damien, merci à vous.